bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce nouveau keynote. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les nouveautés de notre plateforme. Cette présentation va durer à peu près 1 heure sur le même format des précédentes, c'est-à-dire qu'on va vous faire un keynote. Alors, Iguen Solutions, chez Iguen Solutions, l'open source, c'est bien plus qu'une philosophie, c'est notre ADN. On travaille sur énormément de solutions open source qu'on va vous présenter et à partir desquelles on construit nos offres et sur lesquelles on travaille depuis longtemps. C'est pourquoi nos 3 domaines principaux de compétences tournent autour de la virtualisation. On avait fait un keynote l'année dernière au sujet de OpenNebula, une solution open source alternative à VMware au moment où Broadcom avait racheté VMware et où les sociétés cherchaient des alternatives open source. On travaille aussi beaucoup sur la containerisation avec notamment notre offre KubeIG1 qui est un cluster Kubernetes managé qui offre une alternative à ce qu'on peut trouver sur les clouds publics. Et également, évidemment, l'intelligence artificielle, qui est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui et dont on va parler. Alors, on a fait plusieurs keynotes déjà sur le sujet. Les premiers étaient assez en avance de phase, où on présentait le sujet, mais les gens commençaient à regarder. Je pense que vous êtes tous au courant, vous l'avez vécu. Aujourd'hui, c'est bien implanté. L'intelligence artificielle, c'est partout et on le voit dans les news tous les jours. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec DeepFake il n'y a pas longtemps et le salon d'ailleurs qui est en ce moment à Paris. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité dans les entreprises et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est plus si on doit aller vers l'IA, mais plus comment on va intégrer efficacement l'intelligence artificielle dans son entreprise et comment on va l'intégrer dedans. Le problème qu'on a aujourd'hui, parallèlement à cette montée technologique très forte et à ce cycle extrêmement court, on a beaucoup de sujets qui sont remontés, des complications et des inquiétudes, notamment par rapport à la donnée. Et donc, les principaux sujets qu'on nous remonte régulièrement, ça va être des sujets qui vont être liés à la violation de la vie privée, c'est-à-dire quand je vais utiliser l'IA ou quand je vais commencer à travailler mon IA, comment je fais pour pas que ma donnée soit qu'on me vole ma donnée ou qu'il y ait des problèmes dessus, comment je fais pour que je puisse respecter la législation et être dans un cadre qui correspond à l'environnement dans lequel je me trouve. En l'occurrence, en Europe, ça va être principalement le RGPD. Et surtout, comment je fais pour que ma donnée ne s'envole pas, qu'elle ne soit pas prise et qu'elle ne sorte pas de chez moi. Alors, pour traiter ces sujets et pour répondre à ces problématiques-là, on a fait appel à un partenaire. Et donc, je vais passer la main à Raphaël de DPO qui va se présenter. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous pensiez avoir de l'IA aujourd'hui. En fait, on va parler un peu d'RGPD. Donc, merci quand même d'être venu si tôt pour parler RGPD. Vous allez voir, il y a beaucoup de liens avec l'IA. Donc, alors, je vais essayer de parler au maximum, mais j'ai un peu perdu ma voix ce week-end. Mais voilà, n'hésitez pas à dire si je ne parle pas assez fort. Alors, moi, je m'appelle Raphaël. Dans une ancienne vie, j'étais avocat dans le domaine des nouvelles technologies et du RGPD. Et j'ai décidé de changer un peu les méthodes et de cofonder donc DPO. DPO qui est aujourd'hui le 2e DPO externalisé de France. On existe depuis 3 ans et demi. On a plus de 400 clients, donc dans tous les domaines d'activité possibles, la presse, le transport, le e-commerce, tout outil métier. Et dans les clients que vous connaissez, alors évidemment Iguen, bien sûr, mais aussi des startups comme Swan, comme Cheers, ou des grands comptes comme le groupe L'Express, la Samaritaine, le Bon Marché, RATP, etc. Et plein de startups aussi. Donc, concrètement, d'abord, qu'est-ce que ça fait DPO? Je vais vous présenter en deux secondes. Nous, on est DPO externalisé. Alors, je pense que ça parle quand même à pas mal de gens, mais concrètement, le DPO externalisé, c'est celui qui va gérer votre conformité et être nommé auprès d'une autorité de contrôle pour vous aider. Donc, concrètement, on va dire qu'il y a le bon et le mauvais DPO. Voilà. Le mauvais DPO, c'est celui qui dit non tout le temps. Voilà. Vous dites, je vais faire un projet IA, etc. Je ne suis pas chaud. Le bon DPO, c'est celui qui vous dit oui, mais. Donc, c'est-à-dire qu'il va vous trouver la solution, vous lui dites un problème, vous lui donnez le résultat que vous voulez et il va trouver la solution pour y parvenir afin d'améliorer vos résultats. Et donc, c'est vrai que notre philosophie, c'est d'être l'allié business du client, puisque évidemment, en fait, le RGPD, quand il est bien utilisé, et on va le voir sur l'IA, c'est vraiment un outil qui peut vous permettre d'avoir des performances meilleures, tant pour l'outil que même pour d'autres domaines comme, je sais pas, la prospection commerciale, etc. Alors, allons directement dans le fond du sujet. Donc, IA, RGPD. Donc, évidemment, déjà, premier scoop, on dit effectivement le RGPD, parce que beaucoup de gens pensent que c'est la RGPD. C'est important de savoir que c'est le. Pourquoi c'est le RGPD? Parce que c'est un règlement européen. Concrètement, c'est quoi?
c'est une forme de loi fédérale européenne, ça va avoir du sens pour ce qu'on va dire après. C'est-à-dire que ce règlement, il s'applique pareil partout, dans tous les États membres. En France, en Roumanie, en Allemagne, en Autriche, etc. D'accord ? Or, il y a eu aussi un RIA, le règlement IA qui est sorti. Donc aujourd'hui, vraiment, l'IA et le RGPD sont très entremêlés, puisque donc, vous avez le RGPD qui va faire 90% des sujets, et le RIA, donc le règlement IA qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui lui va plutôt compléter le RGPD sur certains aspects. Donc je ne vais pas trop en parler, parce que de toute façon, je ne vais pas être dans le jargon juridique, mais sachez qu'un point qui est important, c'est que beaucoup de nos clients, nous on a beaucoup de clients qui ont des projets IA, vraiment je pense qu'on en a quasiment un toutes les 2 semaines minimum, de clients qui veut mettre en place l'IA ou client qui fait de l'IA, enfin qui veut faire de l'IA. Et ce qui est important à savoir, c'est que beaucoup de clients pensent que l'IA n'est pas forcément liée aux données personnelles, qu'on peut y échapper. Or, franchement, dans 95% des cas, vous serez soumis au RGPD, et le RIA, c'est vraiment plutôt un complément. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc le RGPD, quand vous lancez un projet IA, vous allez devoir vous y coltiner. Or, pas de bol, parce que le RGPD, en tout cas l'IA, telle que l'IA générative, telle qu'elle a été pensée, on pense tous à OpenAI ou DeepSeek, il peut être incompatible en certains aspects avec le RGPD. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'IA, on verra après comment, mais concrètement, là on a quelques éléments clés. Alors j'ai résumé le RGPD en vraiment 4 points clés, mais s'il y en a d'autres. Mais si on les regarde, on voit bien qu'il y a un sujet avec l'IA. On voit, le RGPD, c'est une problématique de souveraineté numérique. Alors, on en parle beaucoup. N'oubliez pas que le RGPD, on pense part du postulat que l'Union européenne, c'est un pays avec des frontières. D'accord ? Et les transferts en dehors de ces frontières de l'Union européenne sont interdits. Il y a des cas où c'est possible, mais on verra que ça va poser problème. Mais tout de suite, on voit bien que, par exemple, DeepSeek, le cerveau, il est en Chine. Donc, a priori, on peut difficilement l'utiliser. OpenAI, le cerveau, il est aux États-Unis. Et on va voir que ça posera des problèmes. D'accord ? Ensuite, on a un sujet de minimalisme, j'appelle ça. C'est-à-dire que vous devez utiliser le moins de données possible. Le RGPD impose d'utiliser le moins de données possible et pendant la durée la plus faible possible. On voit bien que c'est contraire à l'aspect datavore des IA génératifs qui essayent d'avoir le plus de données possible. Les droits des personnes. Le RGPD, on a oublié que c'était aussi, il avait créé, donc ça existe dans les démocraties, le RGPD, il explose un peu partout. En vrai, juste un petit point auquel on ne réalise pas, c'est que c'est un peu le cocorico de l'Union européenne, le RGPD, on est un peu la fierté européenne. Et en fait, c'est vrai que ça se développe. Au Brésil, il y a le RGPD maintenant, au Canada, en Suisse, etc. Ils copient le RGPD. Et il a créé des droits. Tout le monde connaît le droit à l'oubli, par exemple, le fait de pouvoir demander. Or, on imagine bien que si on n'a pas développé en amont des outils qui permettent de récupérer nos données et donc de mettre en place ces droits, ça ne marche pas. Et il peut y avoir des biais qui peuvent mener à des discriminations. Je vous donne un exemple typique. Nous, on a un client qui fait de la location de matériel, et en B2C, et en fait, il avait des vols. Et donc, pour éviter ces vols, il a voulu faire du KYC, donc utiliser l'IA pour vérifier les risques de lead qui pourraient arriver. Or, il utilisait des critères qui n'étaient pas forcément pas terribles, quoi. Par exemple, si j'habite dans le 93, j'ai tout de suite une mauvaise note, par exemple. Et donc, en fait, évidemment, ça pose des problèmes sur lesquels il peut être attaqué. Et donc, nous, on a dû l'accompagner dans la mise en œuvre aussi de son outil pour gérer ces aspects de critères. D'accord ? Or, d'ailleurs, pour petite information, il a eu des meilleurs résultats en ayant des critères qui marchaient mieux. Alors, donc, quand je vous dis tout ça, c'est quoi le problème ? C'est qu'en fait, il faut mettre en place, la solution. C'est que le problème, c'est que pour pouvoir mettre en place de l'IA, il faut évidemment aller voir son DPO préféré qui va vous aider, puisque si vous ne le faites pas, vous allez avoir un vrai problème business. Là, moi, vraiment, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que le RGPD, j'ai discuté avec quelques personnes ici, il y a beaucoup de sous-traitants au sens du RGPD, c'est-à-dire des structures qui vont traiter les données des autres, soit par exemple les héberger, ou alors fournir des outils métiers. Vous, typiquement, c'est un frein au business. Si vous respectez pas, si vous n'avez pas réfléchi en amont à un projet IA conforme au RGPD. On a pas mal d'exemples. L'autre jour, un client qui vient nous voir, qui nous dit « j'ai un projet IA, il est développé, et en fait, quand je veux le vendre, je me retrouve face au DPO de mon prospect qui me dit « je ne suis pas d'accord, je ne veux pas utiliser ton outil, donc je mets un veto ». Pourquoi ? Parce que, alors, deuxième scoop de la journée, c'est que
en fait, OpenAI, c'est interdit. En fait, c'est interdit, on n'a pas le droit de l'utiliser. DeepSeek, on n'a pas le droit de l'utiliser. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, OpenAI, alors je parle du service, c'est-à-dire si on se branche à l'API et qu'on l'utilise. Pourquoi on n'a pas le droit de l'utiliser, en fait, alors qu'on ne le dit pas? Et finalement, on l'entend nulle part que c'est interdit, mais il n'y a pas plus d'1 mois, l'Italie, l'autorité italienne, donc la CNIL italienne, a condamné OpenAI pour non-conformité. Or, vous, en tant que personne morale, vous avez l'obligation, quand vous prenez un outil, qu'il soit conforme au RGPD. Donc ça veut dire que quand vous prenez un outil, quel qu'il soit, donc par exemple OpenAI, vous devez vérifier, l'auditer pour vérifier qu'il est conforme. Or là, en fait, l'autorité italienne, elle a fait le travail pour nous, elle l'a audité. Et ce qu'elle a dit, c'est OpenAI n'est pas conforme. Or, je vous ai dit tout à l'heure qu'un règlement européen, c'est pareil partout. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas conformes aux règles italiennes, qui sont les mêmes que les règles françaises. Donc l'audit est déjà fait, je sais qu'OpenAI n'était pas conforme. Mais DeepSeek, pareil, il n'y a pas plus de la semaine dernière, je crois que c'était il y a quelques jours, peut-être 2 jours, DeepSeek, l'autorité luxembourgeoise a fait un avertissement sur DeepSeek, pour les mêmes raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire problème de souveraineté numérique, problème de minimalisme, etc. D'accord? Donc ça veut dire que normalement, vous, quand vous voulez vous brancher et utiliser OpenAI, en fait, vous n'avez pas le droit. Alors, me dire, il est où, moi, mon risque? On en revient au risque. Le risque, il est business d'abord. C'est-à-dire que si vous êtes B2B et que vous voulez vendre une prestation qui est connectée à OpenAI, ce qui va se passer, ou au DeepSeek, il y a de grandes chances que votre prospect vous dise non. Parce que lui, il a un droit de regard sur vos prestataires. Et donc, nous, encore une fois, on a des clients, ils sont venus, ils ont voulu vendre à Carrefour, à Auchan et compagnie, qui ont dit, je ne veux pas que tu utilises OpenAI ou DeepSeek. Donc, le premier frein, il est déjà business, c'est-à-dire qu'en fait, même si techniquement ça marche, vous allez avoir du mal à vendre. En B2C, c'est un peu différent, c'est un autre risque, puisque là, vous n'avez pas ce problème business, donc direct. En B2C, il va être plutôt indirect, ça va être si des personnes vous attaquent, parce que les gens ont des droits, on l'a dit. Si maintenant les concurrents, ça arrive qu'ils attaquent, ou alors ça arrive aussi que, évidemment, il y a des associations aujourd'hui qui font respecter le RGPD. Donc il y a ces risques-là. Mais en plus de ça, il faut avoir conscience d'un point important, c'est que, d'un troisième scoop, c'est que, alors ça va être vraiment, il va se passer quelque chose cette année de très important, c'est que, je vous disais tout à l'heure que les transferts en dehors de l'Union européenne sont interdits. C'est vrai, sauf exception. Et l'une des exceptions, c'est qu'il y a un accord entre 2 pays, enfin, entre l'Union européenne et un pays, pour dire que les transferts de données sont suffisamment protégés, que les données de citoyens européens seront suffisamment protégées dans ce pays. Or, donc, il y a eu un accord qui a été fait aux États-Unis, avec les États-Unis sous Biden, qui était déjà bancal. Il faut savoir qu'il y a déjà 2 accords avec les États-Unis qui avaient été censurés. Et juste pour vous donner les conséquences, la dernière fois que ça a été censuré, vous avez tous entendu parler du fait que Google Analytics était interdit en France, je pense. Et bien, c'était lié à ça. Donc, Google Analytics, ils ont quand même perdu énormément de parts de marché liées à ça. Donc, ce qui va se passer, et là, on est déjà sûr, c'est qu'il y a eu un nouvel accord qui a été fait pour essayer d'autoriser les transferts. Il était déjà bancal, mais bon, tout le monde acceptait à peu près. Mais il a été attaqué en justice. Donc, tout le monde sait déjà que normalement, il devrait être au moins censuré partiellement. Sauf que semaine dernière, M. Trump a licencié tous les fonctionnaires qui mettaient en œuvre ce traitement, enfin cet accord. Donc on est sûr aujourd'hui qu'il soit censuré en 2025. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les transferts de données aux États-Unis, vers les États-Unis, seront interdits, sauf vraiment si on met des choses très très compliquées. Sauf que typiquement pour l'IA, ça va être dur. Donc si vous utilisez du OpenAI, sachez que, encore une fois en service, sachez que de toute façon, même s'ils étaient conformes, on aurait un problème de transfert. Donc maintenant, c'est quoi les solutions? Alors, je vous ai dit qu'en gros, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est la conformité de l'outil. Bon, on a vu que certains outils avaient été déjà considérés comme non conformes. Encore une fois, le service. Donc, par exemple, si on prend DeepSeek, ils ne sont pas conformes parce que le service là-bas n'est peut-être pas conforme, mais parce qu'il y a des transferts. Ça ne veut pas dire et ça a de l'importance pour après, ça ne veut pas dire que le modèle n'est pas conforme en tant que tel. Ça, c'est autre chose. D'accord? Là, je parle vraiment de se brancher au service, à la façon dont eux, ils vont traiter les données. Donc, sur le premier risque, qui va être, on va dire, les risques de transfert. Évidemment, la solution, c'est d'éviter les transferts. Sauf que vous avez les cerveaux aux États-Unis, les cerveaux en Chine. Donc, ce qu'il faut, c'est soit utiliser un outil comme Mistral, où il y a les cerveaux en Europe, ou alors de l'open source, que je mets chez moi et que je vais héberger chez moi. Donc ça résout le premier problème. Mais après, vous avez le problème de la conformité de votre applicatif, de votre outil, de la fonctionnalité qui va utiliser l'IA. C'est-à-dire que, OK, je l'ai mis chez moi en open source, maintenant, je vais créer une fonctionnalité que je vais développer moi. Et cette fonctionnalité-là,
Et c'est là que vous allez voir effectivement aussi votre DPO préféré, parce qu'il va vous dire comment faire, c'est-à-dire on va vérifier en amont, on va faire ce qu'on appelle un privacy by design. Je l'expliquais tout à l'heure, typiquement pour vous dire, OK, pour les durées de conservation, pour respecter, on va faire comme ci. Par exemple, pour la réutilisation de données, comment les réutiliser après sans être en breach du contrat. Quel prestataire je peux faire, je peux utiliser. Je vous parlais tout à l'heure de critères qui pouvaient être discriminants ou pas discriminants. On va vous accompagner sur tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'à la fin, on a un outil qui est conforme au RGPD. Et vraiment, je finirai là-dessus, ne le prenez pas à la légère, parce que nous, on a vraiment beaucoup de clients qui sont freinés. Soit ils ne peuvent plus vendre, tout simplement, parce qu'ils n'avaient pas fait en amont ce travail, soit ils sont extrêmement freinés dans les délais de vente, parce que la discussion avec les dépôts en face est très très longue, très fastidieuse. Et donc voilà, donc je pense que l'avenir de l'IA, c'est vraiment, en tout cas dans les prochains mois, années, c'est d'avoir plutôt de l'open source, ou peut-être s'il y a des IA génératives qui seront vraiment conformes, mais pour l'instant, les deux principales, encore une fois, on nous a montré que ce n'était pas le cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, fort de ce constat qu'on a fait il y a un peu plus d'1 an maintenant, on a construit une plateforme évidemment qui répond à ces contraintes-là. Et je vais commencer par vous résumer à quoi sert la plateforme et à quoi elle répond d'un point de vue global. On a construit une offre dans laquelle vous allez pouvoir avoir une plateforme pour intégrer l'intelligence artificielle dans votre entreprise qui répond à plusieurs contraintes. D'abord, elle gère de façon transparente les GPU. Les GPU, c'est le moteur essentiel pour faire de l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas de GPU, concrètement, vous ne pouvez pas en faire. Donc l'avantage, c'est que cette plateforme-là, elle gère le GPU, on va en parler après, notamment avec essentiellement du NVIDIA. Elle permet aussi et surtout de gérer des modèles. Les modèles, c'est le cerveau de votre IA. Vous allez pouvoir charger des modèles et donc contourner les problèmes qu'on a rencontrés. Par exemple, vous pouvez utiliser techniquement un DeepSeek dans la plateforme sans que vous ayez un bridge, parce que la plateforme, par définition, elle est étanche. Cette plateforme-là qu'on a construite, elle est complètement privacy par design, c'est-à-dire qu'elle vous permet de charger des modèles sans qu'il y ait aucune communication entre la plateforme et l'extérieur. Donc elle vous garantit les problèmes qu'a souligné Raphaël, c'est-à-dire qu'elle vous garantit que vous n'aurez pas de données qui va sortir de votre plateforme, vous pourrez travailler votre IA sans que vous ayez de risque RGPD sur cette partie-là. Voilà. Donc la plateforme qu'on a construite, c'est essentiellement un outil pour les entreprises, pour intégrer l'IA dans leur entreprise, dans un contexte et dans un cadre RGPD. Voilà. Avant de commencer à rentrer dans le détail de l'offre, on va pas seulement vous présenter une offre technique, on a aussi changé et introduit une nouvelle identité visuelle avec une nouvelle charte et on vous a fait une petite vidéo pour vous présenter à quoi ressemblait la nouvelle plateforme. Voilà, alors pour cette 4e version, on va vous présenter pas mal d'innovations et pas mal de nouveautés qu'on a mis en place. Et avant de rentrer dans le détail des fonctionnalités, on va juste rappeler les 3 principaux piliers de la solution. La solution, elle repose essentiellement sur un déploiement universel, c'est-à-dire que la capacité de la plateforme à être installée soit sur les infrastructures d'E1 Solutions, soit sur les infrastructures du client, c'est-à-dire celles des vôtres. Si vous avez déjà des infrastructures NVIDIA, vous avez déjà des cartes, on peut déployer la solution dessus, ou encore sur nos partenaires. On déploie aussi sur les clouds publics, que ce soit AWS, GCP, Azure, et évidemment OVH avec qui on a un partenariat. Et la partie aussi, vous pouvez, la deuxième partie, la deuxième brique, c'est la partie logicielle, c'est-à-dire ce qu'on va vous présenter juste après, la stack, avec les nouveautés sur lesquelles on a travaillé. Et le 3e pilier qui est fondamental, c'est la partie professional services, c'est-à-dire que on va vous accompagner dans votre projet depuis les prémices, c'est-à-dire votre idée de comment vous voulez intégrer une problématique IA dans votre entreprise avec du conseil, c'est-à-dire choisir
les bons LLM, c'est-à-dire les bons modèles par rapport à vos usages, comment les intégrer, comment mettre en place votre plateforme, comment l'implémenter avec votre besoin. Et on va vous fournir du IOPS et du MLOps sur toute la partie de votre projet, c'est-à-dire le build, le run et les évolutions. Donc ces trois composants-là, c'est les trois composants principaux de notre plateforme. Et donc on va à présent rentrer dans le détail de la stack. Et pour expliquer en détail la stack, je vais passer la main à Jean-Philippe. Merci Stéphane. Non. Fullstack AI, comme vous avez vu, c'est donc l'environnement privé dédié à votre entreprise. Ça regroupe l'infrastructure, les modèles, les outils d'exploitation des modèles et pour mieux servir tous les usages. Pour mieux expliquer ces différentes couches de la plateforme, je laisse une vidéo prendre la parole. Katia envisage d'exploiter l'IA pour différents projets. Mais, comme dans beaucoup d'entreprises, son service informatique bloque immédiatement l'accès aux IA publiques pour des raisons de sécurité. Chez Ziguan Solutions, nous avons développé Full Stack AI Platform, votre environnement IA privé où vos données restent entièrement sous votre contrôle. Imaginez votre propre écosystème IA, bâti sur 4 piliers fondamentaux. 1. Votre infrastructure IA dédiée, gérée par nos experts et déployable où vous le souhaitez. Serveur d'Iguan Solutions, cloud public ou vos propres serveurs. 2. Une suite évolutive de capacités IA. Notre plateforme modulaire vous permet de commencer petit et de monter en puissance avec des modèles open source testés et validés pour tous les cas d'usage. De la génération de texte au RAG, de l'analyse documentaire à la génération d'images. 3. Centre de contrôle intelligent, gérer les accès, paramétrer le budget, clés API ou quotas d'utilisation. Suivez et supervisez chaque interaction, y compris l'empreinte carbone, via des tableaux de bord complets. 4. App Store IA prêt à l'emploi. Lancez instantanément des applications préinstallées ou intégrez vos propres applications et services IA en toute simplicité. Le plus, nous assurons la maintenance et les mises à jour fréquentes, vous permettant de bénéficier des dernières innovations en matière d'IA sans se soucier de la technique. Innovez demain avec des solutions d'IA dès aujourd'hui. Quelles sont les nouveautés de la plateforme V4? Comme l'a dit Stéphane, nous avons un déploiement universel. On se déploie à la fois sur des GPU dans nos data centers, et on a la chance d'avoir la dernière génération de GPU avec les H200, la génération Hopper de NVIDIA. Votre cloud préféré, que ce soit sur des clouds publics, hyperscaler ou OVH, Scaleway, tout cloud qui propose des GPU, ou bien, si vous avez vos propres serveurs GPU, nous sommes capables de nous déployer dedans. À cette infrastructure matérielle, on déploie notre OS maison, sur lesquels on y met tous les composants pour manager les GPU. Et afin de démarrer avec des ressources raisonnables, par exemple, notre plateforme est modulaire, on commence avec un GPU et potentiellement au fil des usages, on va peut-être être amené à rajouter des ressources supplémentaires. Grâce à Kube by Iguan, notre service Kubernetes Manager, on va pouvoir piloter les ressources de manière souple et fluide. Créer toutes sortes d'applications IA avec notre plateforme, c'est très facile, puisque nous supportons toute une large gamme de modèles open source qui va de la génération de texte, génération de code, les modèles de RAG pour traiter les documents, le vision model, la génération d'images et les outils pour tout ce qui va être le support des agents, des applications à base d'agents IA. Pour la V4, nous avons rajouté le support des derniers modèles LLM, des derniers modèles de génération d'images, et nous avons surtout beaucoup travaillé à améliorer les performances de la plateforme et la qualité des modèles. Parce que le but de Full Stack AI, c'est de pouvoir servir vos applications avec une forte charge. Donc nous avons énormément travaillé à l'amélioration de la performance de la plateforme grâce à la mise en place de TensorRT LLM, qui est le SDK fourni par NVIDIA qui permet d'optimiser l'utilisation des LLM sur les GPU. TensorRT va préparer et optimiser le fonctionnement des modèles
En termes d'amélioration de performance, c'est un peu comme si vous aviez un langage compilé versus un langage interprété en termes de code. Les langages compilés vont beaucoup plus vite. Et c'est exactement ce qui se passe avec un TensorRT LLM. Et on améliore donc de 3,85 fois le nombre de tokens par seconde par rapport à la version précédente de la plateforme à matériel identique. Jusqu'à 3,85 fois, ça se découpe d'une amélioration de 2 fois pour des batchs de 256 requêtes en simultané, jusqu'à 3,85 fois pour 2048 requêtes en simultané. Et en plus de cette amélioration de tokens par seconde, nous avons diminué de 3 fois la latence entre chacun des tokens, ce qui signifie que la génération des mots sur un chat est 3 fois plus rapide qu'avant, pour une expérience plus fluide. Cela va se découper d'une amélioration de 2 fois environ pour 256 requêtes en simultané, jusqu'à 3 fois pour 2048 requêtes en simultané. Et en plus de cette amélioration de performance, on a amélioré la qualité des modèles. Par défaut, on propose des modèles au format BF16, qui est le format le plus courant que vous trouverez sur Hugging Face. Avec la quantisation, on a permis de réduire la taille occupée par les modèles tout en préservant leur nombre de paramètres et leur qualité. Dans la pratique, on a réduit de 50% l'empreinte mémoire GPU. Autrement dit, là où il nous fallait 2 GPU pour faire tourner le modèle Qwen 2.5 72B, qui est un modèle, on va dire, de bonne taille, un des meilleurs modèles open source aujourd'hui par rapport à sa taille, il ne nous en faut plus qu'un seul. Un seul GPU signifie moins de ressources matérielles, moins de consommation électrique et donc une meilleure efficience énergétique. Tout en conservant sa précision, à plus de 99%. La technique de quantisation que nous avons utilisée est imperceptible pour l'humain, ce qui rend vraiment la plateforme ultra performante. FullStack AI, la V4 de la FullStack AI, est la meilleure plateforme d'IA privée que vous trouverez aujourd'hui sur le marché grâce à la combinaison d'un bon matériel, d'une bonne stack logicielle et du service Iguane, bien entendu. Mais le hardware ne fait pas tout, les modèles ne font pas tout. Pour pouvoir exploiter au mieux cette plateforme, nous avons mis à disposition tout un ensemble d'outils. Ces outils sont accessibles à toute personne qui utilise la plateforme. Ça va de l'orchestrateur, qui sert aussi de point d'entrée API OpenAI compatible, au traducteur Ollama. Par exemple, vos développeurs qui ont l'habitude d'utiliser Ollama en local ne seront pas perdus à utiliser la plateforme grâce au fait que nous avons un endpoint Ollama compatible. Ils vont aussi apprécier notre copilot, notre assistant de code, car nous avons mis en place un serveur de configuration qui va automatiquement fournir la configuration pour les outils de développement. Quand vous avez des dizaines de développeurs dans vos équipes, le simple fait de mettre sa clé d'API permettra de récupérer automatiquement la configuration et vous ne passerez pas des heures à passer derrière tous les postes de travail. Et enfin, notre stack de supervision, de métrologie avec sismologie, où vous aurez accès à toutes les métriques matérielles, logicielles de l'usage des LLM avec en plus des dashboards d'empreinte carbone pour suivre en temps réel votre consommation de CO2. Donc, je laisse la parole à une petite vidéo qui va vous expliquer dans le détail ces outils d'exploitation. LM Orchestrator. Gardez le contrôle de votre plateforme grâce au LLM Orchestrator. Gérer, équipe, modèle, budget, clé d'API, quota. Le tout dans une seule et même interface. Metrology. Suivez et analysez l'utilisation et les performances de la plateforme avec notre métrologie. Des mesures de GPU à l'usage des applications LLM, en passant par le tracing des applications pour une observabilité complète. Carbon footprint. Soucieux de vos engagements environnementaux, la plateforme propose les métriques de consommation d'énergie en temps réel, associées au type de source d'énergie utilisée. Suivez votre empreinte carbone. Alignez vos initiatives IA avec vos objectifs de durabilité. Le déploiement de vos projets IA n'a jamais été aussi proche. Expérimentez la puissance de notre plateforme flexible, haute performance, conçue pour répondre à tous vos besoins IA. Full Stack AI Platform.
with AI App Store. Alors la dernière couche, c'est l'App Store. L'App Store, c'est né d'un constat et de demande de la part de nos partenaires et clients. Quand on livre la plateforme, la première question qu'on nous pose, c'est comment on peut s'en servir et quel usage on peut faire avec. Donc rapidement, on a commencé à fournir des usages open source, que ce soit un petit chat, un copilote dev ou d'autres applications. Et pour cette nouvelle version, on les a consolidés dans une seule app qu'on a mis en place et qu'on va vous présenter aujourd'hui et qui sera disponible dans la prochaine version de l'App Store. Avec la V4, on va vous livrer un chat intégré pour vous fournir une expérience plus proche de ce que vous avez connu ou de ce que vous connaissez tous les jours avec quelque chose comme ChatGPT ou d'autres types de services managés, mais à l'intérieur de la plateforme, toujours dans un contexte RGPD compatible. Le nouveau chat qu'on va vous fournir avec la nouvelle version, il va comprendre des fonctionnalités avancées. Vous allez avoir évidemment du chat traditionnel. Vous allez aussi avoir de la génération d'images, de vision. C'est-à-dire que concrètement, vous allez pouvoir monter une image et poser des questions sur l'image. Le chat va vous répondre. Vous allez également pouvoir faire ce qu'on appelle du graph rag. On va rentrer un peu plus tard dans le deep dive dedans. Concrètement, vous allez pouvoir monter des fichiers et poser des questions comme dans un chat GPT sur le fichier. Tous ces usages-là, c'est des usages spécifiques qui sont traités par la plateforme. Vous allez pouvoir aussi faire des recherches web. Concrètement, c'est comme si vous demandiez à une IA de faire une recherche Google pour vous et de vous l'expliquer en gardant les liens sur lesquels il va. L'équivalent de la Perplexity. Vous allez également aussi avoir en standard la génération d'images. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer vos images à l'intérieur du chat et ça repose sur le meilleur modèle qui existe aujourd'hui, qui est un Flux. Et vous allez pouvoir créer des images à l'intérieur, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du in-painting, c'est-à-dire sélectionner une petite partie de l'image que vous avez générée pour la faire remplacer. Vous allez pouvoir faire de l'upscaling, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez monter une image et la faire régénérer dans une taille plus importante avec l'IA. Vous allez aussi pouvoir faire d'autres usages comme par exemple l'outpainting. Si vous avez une photo qui est en format téléphone, vous pouvez la régénérer en format vertical, il va créer les parties qui n'existent pas avec l'IA. Vous avez pas mal d'outils qui seront intégrés directement dans le chat et qu'on vous fournira par défaut sur la plateforme. Voilà. Donc pour résumer cette quatrième version de la plateforme, la V4, elle est livrée donc avec une compatibilité NVIDIA, avec évidemment le support de Kubernetes, le déploiement universel, c'est-à-dire la capacité de déployer la plateforme chez nous, chez vous ou dans un environnement de cloud public. Elle est évidemment ISO 27001 et RGPD compatible, c'est l'objet même de la plateforme. Elle est livrée avec un set d'outils, comme vous avez pu le voir, avec des outils de monitoring, de traçabilité qui vous permettent de suivre les requêtes que vous allez effectuer dessus pour pouvoir savoir quand vous voulez débugger de la performance, choses comme ça, des outils de quantisation, la capacité avec la plateforme, vous pouvez aussi entraîner vos modèles si vous le souhaitez. On va le livrer aussi avec un App Store dans lequel vous allez avoir accès à un chat, à du graph rag, avec génération d'images et beaucoup d'autres outils directement intégrés. Vous aurez surtout accès aux services, c'est-à-dire que tout ce que ne sera pas intégré par défaut dans la plateforme, nos équipes d'experts pourront vous assister pour le mettre en place et pour le débugger si jamais vous avez des problèmes chez vous. Et évidemment, la nouvelle interface. Cette quatrième version, on la commercialise au même prix que la version précédente, à savoir à partir de 3 500 € quand on la déploie dans des environnements externes, que ce soit les clouds publics ou sur vos cartes par mois, ou à partir de 4 900 € quand on le déploie sur nos infrastructures sur des H100, ou 5 900 € si on les déploie sur des H200. La plateforme, elle est toujours livrée sans frais de setup, c'est-à-dire que quand on la démarre, vous n'avez pas de frais de setup. Ça part le premier mois directement pour une période de 12 mois et vous pourrez à partir d'aujourd'hui la commander. On va prendre les commandes dès aujourd'hui pour une livraison courant avril. Voilà. Donc ça, c'est le résumé sur la partie stack. On va passer à présent à, traditionnellement, on fournit toujours nos keynotes avec un deep dive. Et aujourd'hui, on va faire un deep dive autour du RAG. Et je vais passer la main à Mox pour vous le présenter. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais vous reparler du RAG. Je suis désolé, je radote. J'ai fait déjà 2 heures sur le RAG, mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés du RAG et qu'est-ce que ça apporte. Et comment aussi on l'a implémenté, mais j'essaye de vous donner la vision de comment ça marche. Donc déjà, commençons par le début. Si vous voulez utiliser vos données entreprises avec un LLM,
comment ça se passe? En fait, vous avez deux manières de le faire. La première manière, c'est de réentraîner le modèle, ce qui s'appelle le fine-tuning, et donc dépenser beaucoup de temps, des semaines ou des mois, et vous devez dépenser beaucoup d'argent parce que vous avez besoin de beaucoup de GPU pour faire ça. Maintenant, c'est là qu'intervient le RAG. C'est la deuxième méthode. En fait, le RAG permet de mettre vos données quelque part, que ce soit dans un graphe, dans une base de données ou juste un fichier, et d'utiliser directement en contexte avec votre LLM. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du RAG, bien sûr, du KAG, qui est une variante du RAG, et de l'autre KAG. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi le KAGOL là? Donc, vous avez un KAG, c'est le Cache Augmented Generation. En gros, on va utiliser le cache. Vous avez le KAG qui, lui, le Knowledge Augmented Generation. Et là, on va parler vraiment de techniques assez poussées et assez performantes. Donc, de base, le RAG, le Retrieval Augmented Generation, il va venir intervenir sur ces requêtes basiques pour rajouter une nouvelle couche. Une requête basique, c'est quoi? C'est un user qui fait un prompt, le prompt arrive dans le LLM il va répondre avec ce qu'il connaît, ce qu'il a comme données. Rien d'autre, il n'y a pas de nouvelles choses, il n'a pas d'infos par rapport à votre entreprise, donc il va répondre juste avec ce qu'il connaît. Maintenant, le RAG, il intervient pour rajouter vos données. Comment ça se passe? C'est qu'il y a une phase de préparation, il y a vos données à vous qui sont données à un modèle d'embedding. Voilà, je vais passer la partie, je vais faire plus rapidement la partie technique. En gros, ce qui se passe, vous donnez vos données sont chunkées, ça veut dire coupées en petits morceaux, puis on utilise un modèle d'embedding pour créer une base de données vectorielle. Après, comment on l'utilise? Quand le user va faire un prompt, qu'est-ce qui se passe? Il y a une similarity search, une fonction qui va chercher des similitudes de vecteurs par rapport au prompt dans la base de données. Après, ces vecteurs-là, ils vont sortir, ils vont être retransformés avec l'embedding model en texte et vont passer en contexte au LLM avec le prompt qui, lui, à ce moment-là, il va dire « je réponds à ce que m'a dit le user avec le contexte qu'il m'a donné ». Et donc, vous avez des données à vous qui sont retransmises par le LLM. Maintenant, on va parler du premier KAG, le Cache Augmented Generation. En gros, le Cache Augmented Generation, il existait déjà. Par contre, il se démocratise aujourd'hui parce que le context length du modèle devient plus important. On a même des modèles à 128K de context length ou 256 aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'enlever la phase retrieval, la phase où on est allé chercher dans une base de données des informations et pour les utiliser. Comment ça se passe ça? En gros, quand vous lancez votre modèle, vous avez besoin d'un moteur d'inférence. Le moteur d'inférence, il va loader le modèle. Vous avez une option qui s'appelle le context length. Ça permet de donner combien il va allouer de cache, qui lui va le mettre dans le KV cache du moteur d'inférence. Maintenant, il y a une limite à ça. Il faut le comprendre parce que ce n'est pas tous les modèles qui ont un gros context length. Il y a des modèles qui ont un petit, donc il faut bien choisir son modèle, premièrement. Deuxièmement, ça va utiliser votre VRAM. Donc, vous devez être conscient que vous ne pouvez pas dépasser la VRAM de votre GPU. Et donc, comment ça se passe après? C'est que le user va faire son prompt. Dans son prompt lui-même, il va mettre un fichier PDF. Et avec ce fichier PDF, par exemple, j'ai donné un fichier PDF, c'est un exemple. Donc, le LLM va prendre ce fichier PDF, le mettre en cache et va l'utiliser pour répondre aux questions du user qui suivent. Je vais donner un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez acheté une nouvelle machine à laver. Cette machine à laver vient avec une notice PDF. Vous ne savez pas comment l'installer. Vous mettez cette notice PDF dans votre chat et vous l'envoyez au LLM qui va, lui, l'utiliser pour vous dire bah, il faut l'installer comme ça, il faut l'utiliser comme ça. Ça reste en cache. Maintenant, on va parler de la partie Knowledge Augmented Generation. Cette partie-là, on va spécialement partir sur le graph RAG parce que c'est le plus utilisé aujourd'hui. C'est l'une des techniques de Knowledge Augmented Generation. Il y en a beaucoup. Et maintenant, par contre, on utilise le graph RAG parce que c'est celui qui a fait ses preuves aujourd'hui. Donc, comment ça fonctionne? La phase de préparation de données est plus longue ici.
La phase de préparation de données commence par la première étape, c'est le chunking. On prend les données de l'utilisateur, on va les couper en plusieurs paragraphes. Puis la deuxième phase vient, là c'est une phase un peu plus poussée que le RAG traditionnel parce qu'on va utiliser un LLM. Le GraphRag, quand vous le configurez, vous devez configurer un modèle, une LLM, et aussi un embedding model pour la partie texte, pour créer ces vecteurs. Qu'est-ce qu'il va faire l'LLM ici? Il va faire une recherche dans ce que vous lui avez donné, les entités, les relations et les affirmations. Il va extraire tout ça. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Je vous explique avec un modèle plus simple. Par exemple, on a ici Alice qui travaille chez Google à Paris. Le modèle, il va détecter qu'Alice est une entité, la relation entre Alice et Google est une entité, Paris c'est une entité. La relation entre Alice et Google, c'est que Alice travaille chez Google et elle travaille à Paris. Donc là, il a extrait ses relations et ses entités. La même chose pour Bob qui collabore avec Alice sur un projet international à Londres. Donc il va dire, en gros, Bob c'est une entité, collabore avec, c'est une relation avec Alice qui est une entité. Sur un projet international, ce projet international, c'est une entité. Et Londres, c'est une entité parce que le projet international, il est à Londres. Maintenant, la troisième phase vient quand il a eu toutes ces entités, ces affirmations, ces relations, il va commencer à créer un graphe. C'est pour ça que ça s'appelle GraphRag. Donc, il va créer un graphe. Le graphe, on l'a simplifié un peu. En gros, Bob collabore avec Alice, qui travaille chez Google. On a une mention de Londres. On ne sait pas si il est à Londres ou si le projet se trouve à Londres. Et aussi, ça peut, dans les graphes, on peut rajouter des notes telles que Google est rattaché à Paris, vu que Alice travaille chez Google à Paris. Maintenant, tout ça, c'est fait par un LLM. C'est ça l'intelligence maintenant dans le GraphRag, il faut le comprendre. C'est la grosse différence entre le RAG traditionnel et le GraphRag. Maintenant, une quatrième phase vient pour créer les communautés. C'est quoi? C'est une hiérarchisation. C'est créer des clusters avec des hiérarchies. Pour ça, pour le faire, on va se reposer sur l'algorithme de Leiden. Il permet de faire quoi, cet algorithme? Il permet d'aller voir vos graphes, les découper en petites communautés, en gardant les relations entre les entités. Mais dans chaque entité, il doit avoir une logique. C'est pour ça qu'on utilise l'algorithme de Leiden. Il va dire, en fait, il y a une relation de travail entre Alice, Google et Bob. Donc, je vais les mettre dans une petite communauté. Alice travaille chez Google, Alice collabore avec Bob. C'est une entité où c'est basé sur la relation de travail. Après, il y a un LLM qui vient créer un résumé de cette communauté à la fin. De la même manière, il va détecter qu'il y a deux endroits géographiques. Il y a Paris et Londres. Il va dire qu'il y a une relation, une mention d'endroits géographiques. Donc, le travail, il n'est pas basé qu'à Paris, il y a un truc de Londres. Et donc, il va aussi créer cette deuxième communauté qui est une communauté géographique. Et il va faire la partie vraiment summary, la partie résumé de ça. Je vais vous expliquer pourquoi il va faire le résumé. Tout ça va servir sur la partie retrieval. La partie retrieval, c'est quand vous avez fini de préparer vos données et maintenant vous allez les utiliser. Comment ça se passe? En fait, le GraphRag, il a plusieurs méthodes. On peut utiliser plusieurs méthodes pour faire notre partie retrieval. La partie global search, c'est quoi? En gros, vous posez une question qui est généraliste. Par exemple, c'est quoi la tendance de l'IA sur les dernières années? Là, il va faire une global search. Une global search se passe comment? Il va prendre juste les résumés et va vous répondre par rapport à ce qu'il y a dans les résumés. Ça, c'est une question généraliste. Je lui réponds avec une global search, donc je réponds qu'avec les résumés. Une local search, c'est quoi? On va dire, en fait, par exemple, on va dire, c'est quoi la relation entre OpenAI et Microsoft? Là, il a besoin du graphe parce qu'ils peuvent ne pas être dans la même communauté et il va aller chercher des relations. Du coup, il va remonter jusqu'à trouver qu'en fait, il y a une relation d'actionnariat. C'est que Microsoft a acheté des parts dans OpenAI. Ça, c'est la partie plus précise. Maintenant, il y a des nouvelles techniques qui viennent de sortir. Je ne vais pas toutes les mettre et je ne vais pas les expliquer toutes. Il y a le drift search. Lui, c'est une petite combinaison entre le global et le local search
pour prendre les résumés et quand il faut rentrer dans les entités. Et il y a le question generation, je ne l'ai pas mis parce que c'est plus pour les data scientists, c'est pour générer des questions, pour tester les datasets. Maintenant, on va faire une petite comparaison. La petite comparaison, par exemple, sur la partie retrieval qui importe tout le monde parce que la plupart du temps, on ne met pas à jour tout le temps une donnée, mais on a préparé nos données, on va faire du retrieval, on veut savoir comment ça se passe. Le RAG, c'est vraiment du real-time dans une base de données vectorielle. Il va chercher les similitudes, faire la similarité search, les sortir et les utiliser dans un contexte. Le Cache Augmented Generation, tout est en cache vu qu'on a envoyé le fichier qui s'est mis dans le KV cache et on va continuer à utiliser ce fichier qui est en cache. Bien sûr, comme on a dit, c'est limité. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser tout le temps et en plus, on ne peut pas le sauvegarder. Ce n'est pas une base de données. Ce n'est pas quelque chose qui est statique, on ne peut pas garder ça. Le graph RAG lui-même, il est basé sur un graphe. C'est pour ça qu'on parlait, c'est pour ça qu'on fait des graphes, c'est pour aller chercher des relations entre les entités. Sur la partie latency, le RAG normal, c'est normal, il y a de la latence vu qu'on va chercher dans une base de données. Surtout si on fait bien le RAG, on va avoir la partie similarity search et après, on va avoir la partie re-ranking si on fait bien un RAG. Et donc, ça prend du temps, on a une grosse latence. Le Cache Augmented Generation, c'est rapide, vu que c'est en cache, la réponse est instantanée. Le graph RAG, lui, il est entre les deux, parce que, en fait, parcourir des graphes est plus simple que d'aller faire des similarités search, puis du re-ranking, tout ça. La complexité, bien sûr, le RAG traditionnel et le graph RAG sont plus compliqués à mettre en place. Le RAG, le Cache Augmented Generation, c'est plus simple vu que vous mettez votre fichier, par exemple, dans un chat et c'est bon, vous n'avez rien à faire d'autre. Maintenant, les cas d'utilisation. Le RAG traditionnel reste utilisable dans des cas, par exemple, dans le trading, M. Cyril. Pourquoi ça sert à ça? Par exemple, imaginez que vous devez suivre les actions, le cours des actions en temps réel. Aucun autre ne pourra se mettre à jour aussi rapidement que le RAG traditionnel. Donc, il reste ce cas d'utilisation pour lui, ou pour les bases de données qui sont vivantes et qui sont mises à jour tout le temps. Maintenant, le Cache Augmented Generation, lui, c'est pour des données stables. En gros, vous avez un fichier sur lequel vous voulez travailler, qui rentre dans votre taille de contexte, vous le mettez et vous bossez dessus, et vous avez besoin d'une latence très basse pour des réponses. Le graph RAG, lui, il va arriver dans les cas vraiment où vous avez besoin de précision, où la tâche est complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se base sur le multi-hop reasoning. Ça permet d'aller faire du raisonnement sur tout un graphe, rechercher des relations et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe entre les entités. Maintenant, notre vision à nous, à Iguane, comment ça va être le RAG demain? En gros, pour nous, le RAG demain va être une combinaison du graph RAG ou du Knowledge Augmented RAG, même si ce n'est pas du graph RAG, il y a d'autres méthodes, avec le Cache Augmented Generation, vu que la taille de contexte augmente, que les GPU deviennent plus performants, qu'il y a plus de VRAM dans les GPU. Je vais vous expliquer ça d'une manière assez simple. Bob, dont on parlait tout à l'heure, il en a eu marre de Londres. Il revient à Paris, il va travailler dans un hôpital. Du coup, Bob, on lui donne un dossier de patient qui a plusieurs symptômes et on lui dit, en fait, trouve-nous, c'est quoi cette maladie? On ne comprend pas, il y a ces symptômes, il y a plusieurs maladies qui comptent. Donc Bob, il va donner le dossier médical du patient à son graph RAG, va faire une recherche, ça va lui permettre de recoupler tous les symptômes et lui sortir la maladie qui regroupe tous ces symptômes-là. Et en plus, ça va lui donner le médicament qu'il peut utiliser. Donc là, c'est le graph RAG, c'est l'utilisation de graph RAG. Sur la deuxième phase, en fait, il a donné le médicament à son patient aura une notice avec le médicament, le patient va juste utiliser cette notice, la monter dans le cache et va dire quand et comment je peux prendre mes médicaments. Et là, il aura la réponse directement de son LLM en quelques secondes en disant « tu prends ton cachet matin, midi, soir, tous les jours pendant 2 semaines ». Donc, c'est une donnée statique qui va rester. Donc, on arrive sur la conclusion. Sur la conclusion, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le RAG,
devient plus compliqué, c'est vrai, mais il devient très performant dans des tâches vraiment complexes qu'avant on ne pouvait pas faire. Je vais vous donner juste l'exemple tout à l'heure, d'en parler de Bob là. En fait, Bob, s'il aurait utilisé un RAG normal, qu'est-ce qu'il aurait eu? Il aurait demandé c'est quoi la maladie par rapport à ces symptômes-là. Le RAG traditionnel lui aurait dit en fait toutes les maladies existantes qui ont ces symptômes et pas la seule maladie qui regroupe tous ces symptômes parce qu'il n'a pas de graphe, il n'a pas de relation et c'est ça le multi-hop reasoning. C'est monter, chercher petit à petit chaque étape. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré le graphe RAG aujourd'hui, et le CAG on l'a déjà et le RAG normal on l'a déjà, dans la full stack AI 4.0. Et pour faire mieux, on a rajouté ça avec du DeepSeek R1. Pourquoi? Parce que le graph RAG, c'est du multi-hop reasoning, donc c'est quelque chose de très précis pour des tâches complexes. Et le DeepSeek R1, c'est aujourd'hui, on va dire, c'est l'un des modèles leaders avec GPT-o3 sur la partie reasoning. Donc, en combinant les deux, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour faire vos recherches scientifiques, par exemple. Merci tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on avait une petite chose à partager encore. Cette année, c'est une année un peu particulière. C'est les 25 ans d'Iguane Solutions. Et merci. Et à cette occasion-là, on a préparé pour la première fois une vidéo, en l'occurrence une publicité qu'on va diffuser sur YouTube et LinkedIn dans les mois qui arrivent d'ici l'été, qui est un hommage à nos clients et qu'on va vous présenter maintenant. Alors, on va passer au workshop maintenant. Workshop, ça se passe juste à côté. À cette occasion, on vous a préparé une petite surprise. On n'a pas mobilisé une H200, ni même deux. On a pris 4 H200 et dessus, on a déployé un DeepSeek sur lequel vous allez pouvoir jouer. Donc, vous allez avoir des machines qui auront accès directement à cette plateforme-là. Et en même temps, vous pourrez également tester la plateforme dans sa version 3.5. Puisque la prochaine sera disponible à partir du mois de début avril. Le prochain keynote aura lieu dans 3 mois environ, c'est-à-dire aux alentours du mois de mai. Merci d'être venus aussi nombreux. Avant de conclure, je voudrais remercier l'ensemble des équipes, des personnes extrêmement talentueuses qui ont
qui ont souvent mis de côté leur nuit et leur week-end pour travailler d'arrache-pied. Et je voudrais qu'on les remercie et qu'on les applaudisse chaleureusement. Et on pourra passer au plus après. Merci.